Drogue, prostitution, trafic d'organes, bienvenue dans quelques minutes inside. C'est une drogue tellement répandue dans le monde qu'on pourrait croire que ce n'est pas une drogue. Et pourtant, c'est une drogue. Je ne parle pas des crottes de nez que l'on mange parfois, sans que personne nous regarde, mais bien du cannabis. Enquête rigoureuse et néanmoins divertissante sur le cannabis. En 2020, Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, rappelait les raisons qui motivent son opposition à toute forme de légalisation du cannabis. La drogue, c'est de la merde. On va pas légaliser cette merde. La drogue, c'est de la merde. Alors certes, l'analyse est fine et on reconnaîtra à M. Darmanin sa culture en matière de spots de sensibilisation du XXe siècle. Mais en gros, on comprend un peu l'idée. Le cannabis est interdit parce que c'est une drogue et que la drogue, c'est dangereux. La drogue, c'est mauvais, vous voyez. Le cannabis est une plante qui possède de nombreux avantages. Grâce à ses fibres, on peut fabriquer des vêtements, du papier, des billets de banque, des cordes, des litières pour animaux, des murs d'isolation, de l'huile, de la farine, des joints, de plomberie et bien évidemment des joints de drogue. Le cannabis en tant que drogue est consommé par les humains depuis la nuit des temps. On a retrouvé des traces de THC, la substance psychoactive du cannabis, au Tadjikistan, dans des cimetières où on performait des rites funéraires il y a environ 2500 ans. Ces gens brûlaient des tonnes de cannabis dans des brasiers afin de mieux se défoncer en compagnie de leurs grands morts. Mais normalement, si vous avez un poil de culture générale et de jugeote, vous devriez très vite vous apercevoir que c'est un argument à minima très incomplet. Après tout, il existe bien des substances dangereuses comme l'alcool et le tabac qui sont parfaitement légales. D'autres drogues sont encadrées et circonscrites à des usages médicaux comme les opioïdes ou les amphétamines. Donc le fait qu'un produit soit dangereux n'entraîne pas mécaniquement son interdiction. C'est avant tout une question de balance bénéfice-risque. Étant donné que le cannabis a pour effet secondaire de défoncer les gens, il a souvent été identifié comme étant la drogue du shaitan. Et les dirigeants ont très tôt cherché à interdire sa consommation. La première trace officielle d'interdiction du cannabis remonterait ainsi à 1378, en Égypte, où l'émir local aurait ordonné la destruction de tous les plants du pays et condamné les consommateurs de bœufs à voir leurs dents retirées. Plus tard, avec la colonisation et l'accélération des échanges commerciaux, le cannabis se répand à travers le monde et les interdictions se multiplient. En 1800, par exemple, au retour de sa campagne d'Égypte, Napoléon interdit la consommation de weed pour les soldats de son armée. Déjà à l'époque, c'était la faute aux Arabes. Or, dans le cas du cannabis, qui est soumis à une prohibition totale, on doit normalement en déduire que la dangerosité doit être démesurément élevée au regard de ses bénéfices. Non? Eh bien non, c'est pas aussi simple que ça. Car depuis des années, cette évaluation bénéfice-risque du cannabis est l'objet d'une véritable guerre scientifico-politique en coulisses, qui voit s'affronter les défenseurs ardents d'une prohibition totale et les tenants d'une politique de régulation basée sur la réduction des risques. Dans les années 1870, une loi en Afrique du Sud interdit son utilisation chez les migrants indiens qui ramenaient moult ganja de leur pays natal. Mais c'est en 1925 que le cannabis devient mondialement connu en tant que drogue, lorsqu'il est rattaché à la Convention internationale sur l'opium, le premier traité au monde visant à lutter contre les drogues. Depuis cette date, la ganja Babi Babylone est formellement identifiée comme étant quelque chose de mal et la quasi-totalité des pays du monde criminalise sa consommation. Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous aurez normalement constaté que nous avons vécu il y a quelques semaines une de ces résurgences de l'éternel débat sur la légalisation du cannabis. Depuis la mi-février, on ne compte plus les interviews, les analyses et documentaires divers sur le sujet, qui semblent aller de plus en plus souvent dans le même sens. Car année après année, un constat commence à faire presque consensus dans la communauté des spécialistes du domaine. La prohibition ne fonctionne pas. Je ne saurais d'ailleurs que trop vous conseiller l'excellente vidéo de Stupid Economics sur le sujet, qui aborde donc les aspects économiques du problème. Il faudra attendre 1974 pour qu'un pays lève son poing en l'air avec le drapeau rouge-jaune-vert pour mes sœurs et mes frères
Sean Paul, Somigosoden, Feeling Now. En 1974 donc, l'Uruguay dépénalise pour la première fois l'usage récréatif du cannabis. Ce petit pays d'Amérique du Sud deviendra, presque en même temps que les États du Colorado et de Washington aux États-Unis, le premier pays du monde à légaliser complètement le cannabis en 2013. Suivront le Canada en 2018, Malte en 2021, le Luxembourg en 2023 et puis l'Allemagne en 2024. Mais aujourd'hui, on va explorer un tout autre aspect de cette thématique. Car si ce constat d'inefficacité de la politique de prohibition semble assez largement partagé chez les spécialistes, eh bien celui-ci ne semble pas particulièrement convaincre l'opinion publique ou même la classe politique qui reste relativement clivée sur cette question. Alors, pourquoi ? Eh bien parce qu'au-delà des aspects économiques ou de lutte contre le narcotrafic, on sait aujourd'hui que l'élément le plus déterminant chez les personnes réfractaires à l'idée de légaliser le cannabis, eh bien c'est avant tout la perception de sa dangerosité. Pourquoi vous avez un paquet de feuilles slim sur vous, monsieur? Parce que c'est légal. Pardon? Je vous dis parce que c'est légal. Ok, un petit malin. Elles vous servent à quoi? À rouler du tabac. Mais enfin, personne ne roule des cigarettes dans des longues feuilles, monsieur. Ouais, ça c'est vrai. Alors je répète, pourquoi vous avez des feuilles slim sur vous, monsieur? Alors à ce stade, je me dois de préciser quelque chose d'important. Parce que sinon je sens que ça va m'être ardemment reproché. Oui, le cannabis est dangereux. Et non, ce n'est pas un produit anodin. Le cannabis est un psychotrope qui va avoir des effets très directs sur le cerveau, et notamment des adolescents. Troubles de la mémoire, anxiété, dépression, addiction, le cannabis peut produire chez les jeunes toutes sortes d'effets dont on ne sait pas encore s'ils sont entièrement réversibles. Ce qui nous fait un total de 5 pays dans le monde dans lesquels fumer de la grosse ganja est désormais légal. Ce qui paraît tout de même très peu compte tenu du fait que le cannabis est la première substance psychotrope consommée dans le monde. Alors comment cela se passe-t-il dans ces pays où fumer de la washme est considéré comme ok? Enquête au Canada, le pays des ours, des gens polis et des serial killers. Après avoir traversé l'Atlantique à la voile, car je fais attention à mon bilan carbone, me voici arrivé à Montréal, la plus grande ville du Québec. Le Québec est un endroit unique au monde. En effet, c'est le seul endroit dans le monde qui s'appelle comme ça, ce qui le rend unique. Et ensuite, c'est la seule province canadienne où on parle majoritairement français, avec un accent rigolo. Ensuite, ce qui rend le Québec si unique, c'est qu'il abrite les bureaux d'Urbania Québec, la maison mère d'Urbania France, qui me verse de l'argent tous les mois. Et donc ce lieu est extraordinaire. Hein? C'est pour le cannabis? Pour le quoi, le cannabis, monsieur? Ah oui, du coup, j'avais bien compris. Le cannabis? Vous vous foutez de moi? Un peu. Pourquoi vous avez ça sur vous, monsieur? Écoutez, moi aussi, je vous le répète, parce que c'est légal. Oh putain, il commence à me plaire, celui-là. C'est que le début. La consommation excessive de cannabis est également associée, à nouveau chez les adolescents, au développement de certains troubles psychiatriques, comme la psychose ou la schizophrénie. Enfin, évidemment, comme il est très souvent fumé, souvent avec du tabac, eh bien, le cannabis expose à toutes les pathologies cardiovasculaires, pulmonaires et évidemment cancérigènes liées à cette combustion. Donc, avant qu'on me fasse dire ce que je ne dis pas, non, consommer du cannabis n'est absolument pas sans danger. Et au passage, ne conduisez jamais sous l'emprise de stupéfiants, c'est une très très mauvaise idée. Contrairement aux autres provinces canadiennes, le Québec a décidé d'adopter une politique ultra restrictive en matière de cannabis, ce qui l'a fait passer aux yeux des autres provinces pour une province un peu coinsos. Mais pas à mes yeux à moi, bien évidemment. Par exemple, comparé à son voisin l'Ontario, il faut avoir 21 ans et non 18 pour pouvoir acheter de la ganja au Québec. Tandis que c'est autorisé au niveau fédéral, il est ici interdit de faire pousser de la verte chez soi, tout comme consommer du bongo-bong dans l'espace public. Mais la particularité de la weed québécoise, c'est qu'elle est entièrement gérée par l'État québécois, une sorte de service public de la défense. Mais maintenant qu'on a dit ça, il faut également prendre la mesure d'une chose. Les Français semblent parfaitement au fait de ces risques. Selon un sondage de l'IFOP de 2021, 75 à 90% des sondés se révèlent tout à fait conscients de ces conséquences néfastes du cannabis, et notamment sur le cerveau. Mais on l'a vu, c'est pas un argument suffisant pour justifier de son interdiction. Le tabac aussi est dangereux, l'alcool également, et particulièrement sur le cerveau. Et pourtant, leur consommation reste parfaitement légale. Et donc, une question demeure, le cannabis est-il plus dangereux que nos drogues légales? Et c'est là que ça se complique. Bon, on reprend depuis le début. Allez, c'est parti. Pourquoi vous avez des feuilles slim sur vous, monsieur? Pour rouler du tabac. En fait, c'est un petit peu l'utilité principale des feuilles à rouler, monsieur l'agent. Et vous roulez pas dans des petites feuilles comme tout le monde. Si. Alors pourquoi vous avez des grandes feuilles? Parce que c'est légal, monsieur l'agent. Elles sont vendues en tabac. C'est bien pour qu'on les achète, non? Si. Bah voilà, du coup, je les achète. C'est pour faire marcher l'économie. D'accord, mais moi, ce que je veux savoir, c'est ce que vous en faites. Mais j'en ai rien à péter de ce que vous voulez savoir. J'ai commis une infraction. Je suis en état d'arrestation. Non. Bon, on est d'accord. Donc si j'ai envie de m'acheter des feuilles slim pour me torcher le cul avec, je fais bien ce que je veux, non? Depuis pas mal d'années déjà, beaucoup d'études concernant les drogues en sont arrivées à une conclusion un peu gênante.
quel que soit l'indicateur que l'on prend, le cannabis ne semble jamais se démarquer par un surdanger particulier. Et ce serait même l'inverse. Selon le dernier bilan de Rames, ou décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances, le cannabis aurait été associé en France à la mort d'une centaine de personnes en 2022. Si on cumule la mortalité associée aux problèmes cardiovasculaires et les morts indirectes comme les chutes, noyades et autres accidents. Pour voir comment fonctionne ce service public de la drogue, visite enthousiaste mais impartiale dans une serre de production, approuvée par l'État. On a 8500 plantes. On va avoir 18 heures d'ensoleillement, 6 heures dans le noir. C'est une récolte par semaine. Des fois, c'est 2. On va les transférer dans le séchoir. Après ça, on va pouvoir, on appelle ça déboder. Je sais pas le terme français. Tu enlèves les cocottes, quoi, c'est ça? On envoie les pots comme ça dans la machine, qui, elle, va mettre de l'azote pour enlever l'oxygène. Et après ça, elle va être prête à être emballée, l'emballage final pour les camions. Trop bien, très clair. Et vous noterez qu'on parle là de mort par association, pas de causalité. Car concernant la mortalité directement imputable au cannabis par overdose, eh bien, selon toute vraisemblance, il n'y en a pas. Et le bilan, c'est 0. C'est pas beaucoup, hein. Non, effectivement, c'est pas beaucoup. À titre de comparaison, l'alcool tue 49 000 personnes par an en France, chaque année. Et le tabac, c'est 78 000. Et ce constat d'une drogue relativement moins dangereuse pour la santé que l'alcool ou le tabac va être établi à travers la quasi-totalité des indicateurs considérés depuis des décennies. Ah oui, écoutez, ça, c'est vrai qu'au niveau de l'hypocrisie, là, on a passé un cap. Interdire le cannabis en France, mais vendre tout ce qu'il faut dans les tabacs pour se rouler des joints, je trouve ça un petit peu comique. Ouais. Et ça vous facilite pas la tâche non plus, j'imagine, parce que là, par exemple, on sait tous les deux à quoi elles me servent, ces feuilles slim, le carton est déchiré en forme de carré, en plus, vous vous doutez bien que c'est pas pour mes cours d'art plastique. Mais vous pouvez rien faire, donc je vais gentiment reprendre mes feuilles slim qui m'appartiennent et qui sont légales, et aller les consommer devant Netflix ou FIFA. En vous souhaitant une bonne journée. Je comprends de moins en moins ce pays. Que ce soit sur la mortalité, le caractère additif, physique ou psychique, la neurotoxicité, les risques sociaux et même le coût de la prise en charge pour la société, c'est simple, le cannabis et ses dérivés arrivent systématiquement en bas ou au milieu du peloton dans absolument tous les travaux d'évaluation de dangerosité des drogues. Et surtout, quoi qu'il arrive, le podium est systématiquement occupé par une drogue qui reste parfaitement légale, l'alcool. J'ai fait une thérapie donc à la MDMA. Ça a complètement changé mes rapports à moi-même. En fait, sous MDMA, pour la première fois de ma vie, à un âge avancé qui est le mien, je me suis aimé. Et donc pour les défenseurs d'une prohibition totale sous couvert de dangerosité du cannabis, eh bien l'argument se révèle intenable. Car si on suit ce critère, rien ne peut justifier que l'alcool soit légal et que le cannabis ne le soit pas. Mais encore faut-il être au courant de cette différence de dangerosité. Et c'est peut-être ça, le fond du problème. En 2025, une étude publiée par l'INSERM montre qu'en France, la perception du cannabis au regard du tabac et de l'alcool est totalement biaisée. Après que le cannabis a poussé dans le respect législatif, il est transporté jusqu'à des magasins eux aussi approuvés par l'État et qu'on appelle des SQDC, pour Société québécoise du cannabis. Pour des raisons évidentes qui ne sont pas si évidentes que ça, il est interdit de filmer à l'intérieur d'une SQDC. Voici donc un dessin approximatif de ce que j'ai pu voir à l'intérieur de ce magasin ambigu. Je m'appelle Dominique Nora, je suis grand reporter au Nouvel Observateur et on va parler d'un livre que j'ai écrit sur les médecines psychédéliques et leur renaissance. La France est en retard sur la médecine psychédélique. Il y a pour l'instant un essai pilote qui a eu lieu et dont les résultats seront publiés en avril probablement au CHU de Nîmes, où on a administré de la psilocybine, donc des champignons magiques, sur des gens qui étaient atteints d'alcoolisme sévère et en dépression. Que ce soit chez les personnes opposées à la légalisation ou celles en faveur de celle-ci, la part des personnes considérant que le cannabis est soit aussi dangereux, soit plus dangereux que l'alcool et le tabac est écrasante. On parle de 75 à 85% des gens. Pour les opposants à toute forme de légalisation, c'est même 63% qui considèrent le cannabis plus dangereux que l'alcool et le tabac. Et même dans le monde médical, qu'on pourrait penser plus renseigné, une thèse de 2018 soutenue par le médecin Olivier Bertrand concluait que le cannabis souffrait d'un biais de perception négatif complètement surévalué de la part d'une grande partie des médecins français. Qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Rien.
Même si le cannabis est légal au Canada, ça reste un produit considéré comme une drogue extrêmement dangereuse par la plupart des pays du monde. Alors, qu'en est-il vraiment? Est-ce que fumer du cannabis, c'est dangereux? Interview d'une experte, dans un cadre soigné et discontinu. Le constat est donc assez clair. Nous semblons tous atteints d'un biais de surévaluation du danger du cannabis au regard de nos drogues légales. Or, on le sait, c'est principalement ce biais qui motive l'opposition à toute forme de légalisation. Alors forcément, la question se pose, d'où vient ce biais? Ce voyage dure 6 à 10 heures et il faut constamment que les patients soient surveillés par des gens compétents parce que le patient peut aussi subir des hallucinations, des terreurs ou bien être dans un état d'exaltation. Donc ces gens sont formés à accompagner les voyages. Le 9 avril dernier, la très sérieuse et prestigieuse Académie de médecine publie un communiqué intitulé « La légalisation de l'usage récréatif du cannabis causerait de graves problèmes en termes de santé publique ». Dans ce texte, les académiciens égrènent les arguments pour affirmer leur opposition à toute forme de légalisation. Selon eux, les retours d'expérience des pays ayant légalisé l'usage récréatif du cannabis sont en effet effroyables. La consommation explose, les cas de schizophrénie liés au cannabis également, tout comme les hospitalisations pour cause d'intoxication au cannabis, les accidents de la route sous emprise du cannabis, etc. Bref, le communiqué est alarmant. Salut Laurence. Salut. Donc le cannabis est légal depuis 2018 au Canada et au Québec. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur l'impact de cette légalisation sur la santé mentale des gens en général et peut-être des jeunes en particulier, vu que c'était un des objectifs de la légalisation? Bien, le cannabis ne va pas induire des effets au niveau de la santé mentale, mais si j'ai déjà un problème de santé mentale puis que je consomme, là, je peux venir empirer mes symptômes. Putain, j'aurais jamais dû fumer avant de monter dans le Uber, je suis démoli. Faut que je discute, sinon je vais pas être bien. Et ça fait longtemps que vous êtes Uber. Tiens, pourquoi il répond pas à ce bouchon? Y a moyen d'ouvrir la fenêtre? Eh, merci. Et c'est marrant, hein, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Peut-être parce que je suis ta mère, abruti. Vient de démarrer à Sainte-Anne aussi un essai à la psilocybine toujours sur la dépression sévère. Il y a aussi d'autres demandes, une demi-douzaine à peu près, notamment du LSD pour lutter contre l'alcoolisme. Et c'est une thérapie qui a fait ses preuves en Suisse. Surtout que tous ces arguments semblent s'appuyer sur des études scientifiques, tout ce qu'il y a de plus sérieuse. Cette position va évidemment être reprise dans plusieurs médias et participer à alimenter le narratif prohibitionniste en insistant lourdement sur le danger manifeste que représente le cannabis. Et ce qu'on ne peut s'empêcher de noter en remontant un petit peu dans les communiqués précédents de l'Académie, eh bien c'est que l'institution scientifique n'en est pas vraiment à son coup d'essai. C'est simple, à chaque fois que la question de la légalisation du cannabis, que ce soit récréatif ou thérapeutique, surgit dans le débat public, l'Académie se fend d'un communiqué rappelant à chaque fois son opposition ferme à toute évolution de la loi. Souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que les gens qui ont un trouble anxieux, qui vont consommer du cannabis, vont se sentir soulagés sur le coup, mais à long terme, ils consomment, puis c'est une stratégie d'évitement, puis finalement, l'anxiété finit par empirer, puis ils trouvent pas d'autres alternatives. Puis les risques vont varier d'une personne à l'autre. Il y a des gens ils présentent, de par leur génétique, par leur environnement psychosocial, leur état de santé mentale, plus de risques que la consommation de cannabis, finalement, ça leur nuise plus que ça les aide ou c'est le fun. Puis il y a des gens pour qui, la consommation de cannabis, au contraire, ça aura comme presque pas d'effets néfastes, puis même des effets bénéfiques. La légalisation, c'était plutôt une bonne chose de manière générale. Voire, il aurait fallu légaliser plus de trucs afin qu'il y ait moins d'interdits pour les jeunes. Ils font un voyage thérapeutique tous les 3 ou 4 mois pendant 1 an, ou pendant 2 ans, ou pendant 3 ans, le temps qu'il faut pour soigner des dépressions très très sévères. Mais ensuite, ça a des effets durables. Les experts m'ont dit, si tu n'essayes pas ces molécules, tu ne pourras pas écrire de manière compétente sur le sujet. Donc, j'ai plongé dans une psychothérapie très rapide à la MDMA. Et systématiquement, l'argument avancé est
toujours le même. Légaliser entraînerait de graves problèmes de santé publique. Et donc, forcément, la position de l'Académie de médecine sur le sujet va avoir un certain poids dans le débat public. Une institution aussi prestigieuse, tout de même. C'est pas rien, c'est pas 3 personnes. D'autant plus que cette position prohibitionniste à grand renfort de science ne va pas seulement être diffusée à travers ses communiqués. Car au sein de l'Académie, certains scientifiques et médecins vont faire de la lutte contre la légalisation du cannabis une véritable obsession et vont se saisir d'absolument tous les espaces médiatiques pour diffuser leurs messages alarmistes. Et parmi eux, on trouve un nom qui ne vous dira peut-être rien, mais qui est pourtant particulièrement connu dans le domaine, le docteur Jean Costantin. Il y a une étude au Québec, ça s'appelle l'enquête québécoise sur le cannabis. Donc, à chaque année, on vient vérifier certains paramètres. Puis ce qu'on sait, c'est que chez les 15-17 ans, la consommation de cannabis est en baisse. OK. Depuis la légalisation. OK. Donc, c'est une légère baisse, mais elle est quand même en baisse. Par contre, depuis la légalisation, ceux qui disent consommer du cannabis vont essayer le vapotage de produits hautement concentrés en THC, qu'on appelle aussi wax pen. C'est pas tant la légalisation qui fait ça. D'après moi, c'est plus comme cette recherche-là de faire quelque chose qui n'est pas nécessairement... Interdit, oui. Le goût de l'interdit, le goût de l'aventure, puis tout ça qui est plus présent chez les jeunes. J'ai aucune substance, j'ai jamais fumé, rien. Je suis un peu plus jeune que... peut-être, je sais pas. Quelles sont les drogues que tu as déjà essayées? Alors, je connais pas de nom, mais... Que j'ai essayé. Oui. J'ai essayé le cannabis. Cannabis. Mais cannabis. Bis. Un petit peu de La bœuf. La bœuf. La bœuf. À part la bœuf. Des bières de temps en temps, mais j'aime pas trop ça. Né en 1943, Jean Costantin est docteur en médecine, pharmacien et professeur émérite de la faculté de santé de Rouen. Mais surtout, il est membre titulaire des académies de médecine et de pharmacie. Et c'est l'un des défenseurs les plus acharnés de la prohibition totale du cannabis. Ces 20 dernières années, il a publié ou contribué à une demi-douzaine de livres sur le sujet, dont 3 ouvrages entièrement consacrés à la lutte contre le cannabis. Président du CNPERT, le Centre national de prévention, d'études et de recherche sur les toxicomanies, il va contribuer à alimenter de manière systématique la controverse sur les dangers du cannabis, notamment à travers le blog du centre, drogueaddiction.com. Précisons que ces substances sont complètement illégales, mais en réalité, il existe un marché illégal très important et ça comporte beaucoup de risques. Il y a des contre-indications qui peuvent amener à des accidents mortels. Il y a eu un mort déjà en France. Si on est cardiaque, mais même si on a des affections psychiques comme bipolarité ou psychose, ça peut être dangereux, on peut rester perché. Et quand je dis qu'il y a une petite fixette sur le cannabis, c'est-à-dire que lorsqu'on tape l'acronyme du centre sur Google, regardez ce qui sort comme titre du site, réalisé sans trucage, promis juré. Pendant 2 décennies, le professeur Jean Costantin sera ainsi le fer de lance de la bataille contre toute forme de dépénalisation du cannabis. C'est simple, dès qu'un débat est organisé sur le sujet dans les médias, c'est quasi systématiquement lui qui viendra apporter le contre-argumentaire scientifique prohibitionniste. Est-ce qu'ils aiment ça? Non. Quand les jeunes nous rapportent leurs expériences, souvent ils vont dire « Moi, j'ai pas vraiment aimé ça. » Tu sais, c'est pas le fun faire une intoxication aiguë au cannabis. Donc, d'après moi, c'est une mode qui va finir par s'essouffler. Le chocolat, le sexe et le poppers. Du poppers. Le poppers, une fois, je sais pas, c'est de la drogue. La clope, c'est une drogue. Cigarette. Parce que c'est le pire truc à arrêter. L'alcool. En quelque sorte, je suis drogué. J'aime beaucoup le vin rouge quand même. J'aime bien boire un verre d'alcool de temps en temps. J'aime l'alcool. Je consommais pas mal d'alcool dans ma vie. Menant une véritable guerre informationnelle, Jean Costantin et ses collègues du CNPERT vont multiplier les interventions dans les médias, comme Ouest France, mais aussi sur des sites de plus en plus conservateurs, comme le Figaro Vox, Atlantico ou Radio Courtoisie. Il sera même auditionné à l'Assemblée nationale en 2020, avec son collègue le professeur Jean-Pierre Goulet, dans le cadre de la mission d'information sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. Cette audition sera qualifiée de véritable douche froide pour les parlementaires par le média LCP. On ne sait pas exactement ce qu'on prend non plus, puisque ces substances ne sont pas pour l'instant de qualité pharmaceutique. On peut être abusé, on peut aussi être manipulé pour payer beaucoup d'argent. J'étais pas
en dépression, mais j'étais vraiment déprimée. Et sans travailler à long terme dessus, ça a changé pour moi la vision de ma vie et de mon existence. Les deux professeurs vont en effet battre en brèche absolument tous les arguments allant dans le sens du cannabis thérapeutique, cumulant les propos alarmistes, notamment sur la schizophrénie des jeunes. 10% de schizophrènes. C'est terrifiant ce que je vous dis là. Bref, tous les moyens sont bons pour mener la lutte politique à grand renfort d'arguments d'autorité et rappeler à tout le monde la supposée dangerosité extrême du cannabis, quitte à prendre parfois quelques libertés avec la science. Depuis sa légalisation en 2018, la consommation de Bzoulouf a soudainement augmenté au Québec, avant d'atteindre un plateau, le plateau Mont-Royal. C'est là. Il faut néanmoins rappeler que si la consommation de kush a augmenté après la légalisation, elle augmentait déjà avant la légalisation. Alors finalement, qu'est-ce que la légalisation a changé pour le Québec? Interview d'un expert dans un cadre jovial et intempestif. Est-ce que t'as déjà essayé des drogues? Non, j'ai Jamais. 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 Aucune. 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 Et aucune. Aucune. Pas essayer de drogue. Non. Non, je n'ai jamais touché à ces choses-là. Car dans cette lutte, tout azimut à grand renfort de bibliographie scientifique, un glissement va s'opérer. En 2017 puis en 2019, le média spécialisé Newsweed va prendre le temps de décortiquer les arguments de Jean Costantin dans 2 articles très détaillés, Jean Costantin est-il dangereux et les petits arrangements avec la vérité de Jean Costantin. Le média va alors en arriver à une conclusion très dérangeante. Les défenseurs de la prohibition, Jean Costantin en tête, détournent très régulièrement les données de la science pour diaboliser le cannabis. Ce qui est très intéressant avec les médecines psychédéliques, c'est qu'elles forcent un état de conscience modifié. C'est-à-dire que le sujet, en psychothérapie, après son voyage, d'abord a des visions et une introspection très profonde qu'il ne peut pas avoir sans ces molécules. Ça fait sauter des barrières mentales parce qu'au lieu de réfléchir avec son cerveau, en fait, en psychothérapie, grâce aux psychédéliques, c'est le cœur et les tripes qui parlent. Sélectionnant soigneusement les publications allant exclusivement dans leur sens, grossissant le trait, gonflant les chiffres, ils vont régulièrement sortir certaines conclusions de leur contexte pour charger le cannabis de tous les maux. Dans leur communiqué, comme celui du CNPERT de 2022, on retrouve par exemple des phrases qui jugent le cannabis aussi addictif que l'alcool et le tabac, et encore plus délétère que ces 2 premières, en contradiction totale avec les connaissances scientifiques. Salut Simon. Salut. Selon toi, Ouais. en tant que journaliste qui a beaucoup parlé de ces sujets-là, est-ce que la légalisation, c'était une bonne chose? À mon avis, il n'y a aucun doute que c'était une bonne chose. Maintenant, au moins, en tout cas pour ceux qui achètent leur cannabis de manière légale, parce qu'il y a encore un marché noir qui existe, les gens savent ce qu'ils fument. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les profits au Québec liés à la vente de cannabis, ça s'en va pas dans le grand trésor de la province, ça s'en va en prévention et en santé. Autre exemple, ils vont insister lourdement sur la mortalité routière, qu'ils vont constamment surévaluer, amalgamant accident de la route avec détection de THC et accident de la route causé par la consommation de cannabis. Alors que les deux ne sont pas forcément liés. Être positif au THC n'implique pas qu'on soit sous l'emprise du cannabis, le THC restant détectable de longues heures et même parfois plusieurs jours dans le corps après que les effets se soient dissipés. Prends qu'un contrôle de police. Bonjour, gendarmerie, je vais demander les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Bien sûr. Vu qu'on est sur réquisition du procureur pour la détention de produits stupéfiants et la consommation, ok? D'accord. Vous allez fouiller le véhicule? Ouais, on va fouiller le véhicule et les sacs. Ok. Ouais. Alors si vous pouvez ne pas vérifier le coffre. Bah si, on va vérifier le coffre aussi. Il n'y a rien dedans. Hein. Bon, moi, autant partir en bon ami. Quart de cachet d'ecstasy une fois dans ma vie. Ecstasy. Les extas. Exta. 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 Ah, les extasies. Extasy. Un exta. Champi, une fois. Les champis hallucinogènes. Les champis. J'ai déjà fumé un pétard avec des champis. Les champis aussi, ouais. Les mushrooms. La coke. Coke. La coke. Cocaïne. Cocaïne une fois. Cocaïne. Coke. Une fois la cocaïne, j'ai dit plus jamais. Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est que ce n'est pas les molécules qui ont un effet thérapeutique, c'est la psychothérapie augmentée par ces molécules. Donc, il y a un suivi psychothérapeutique sur plusieurs semaines, une préparation très rigoureuse. Ça peut soigner,
vraiment réellement et sauver la vie, notamment à des femmes qui ont été abusées sexuellement. Produisant beaucoup de raccourcis, ils vont également constamment prédire une hausse de la consommation des adolescents en cas de légalisation, par la supposition d'une forme d'interdit qui sauterait mécaniquement. Alors que les études sur le sujet indiquent au contraire qu'aucune variation significative n'est observée dans la consommation des adolescents après une légalisation. Et ces glissements, ces petits raccourcis, ces conclusions tronquées, eh bien, on va les retrouver absolument partout. Ouais. Et puis me laisser partir. Ah bah non, monsieur, on va faire ça comme ça. Parce qu'il y a un peu de... De quoi? Il y a un peu d'herbe, il y a un peu de champi. Bah oui, mais c'est pas grave, on va contrôler. Mais ça, je vous dis, je vous verbalise, on garde le produit et vous repartez. Ok? Ok. Descendez avec moi. Après, tu sais, la promesse de Justin Trudeau lorsqu'il a légalisé le cannabis, c'était d'enlever le cannabis des mains des mineurs et aussi du crime organisé. Puis manifestement, dans les deux cas, quand même, ça semble fonctionner. C'est quelque chose qui est accepté un peu comme... En fait, pas un peu... Comme l'alcool, jusqu'à un certain point qu'on puisse... Il y a encore un tabou là, qui est un peu plus grand que l'alcool, mais tu sais, ça fait pas longtemps que c'est légal. Puis je suis persuadé que dans 20, 30 ans, 40 ans, on va considérer la prohibition du cannabis comme une anomalie historique, là. Et jusque dans les communiqués officiels de l'Académie de médecine, comme celui du 9 avril dernier. Parce que lorsqu'on se penche sur les arguments et les sources citées par le communiqué, eh bien on s'aperçoit assez vite que plein de choses ne vont pas. Concernant l'explosion de la schizophrénie liée au cannabis suite à sa légalisation, par exemple. À première vue, l'augmentation paraît en effet incontestable. Mais déjà, dans l'étude, on parle de schizophrénie associée à des troubles de l'usage du cannabis, et pas de l'usage du cannabis tout court. Et c'est une différence importante, parce que la majorité des usagers du cannabis ne développent pas de troubles de l'usage du cannabis. MDMA, MDMA. MDMA, j'ai... J'ai jamais fumé de ma vie. Un coup de marijuana, quoi, c'est tout. Marijuana. De marijuana. Bah après, c'était dans un cadre festif, donc... La codéine. Très mauvaise idée. La kétamine, LSD... Là, donc j'ai fait la kétamine. Et space cake. Et dans mon livre, j'ai rencontré une femme qui était en voyage avec son patron. Et puis, tout à coup, elle se retrouve la nuit dans sa baignoire, à plus savoir ce qu'elle fait là. Et elle réalise après coup qu'elle a été droguée à son insu par son patron. Elle ne s'en remet pas, elle fait toutes les thérapies possibles, ça marche pas du tout. Et puis, elle entend parler des essais cliniques de MAPS, qui est une association américaine, sur la MDMA. Et elle peut rentrer dans cet essai clinique et elle fait une psychothérapie augmentée par la MDMA. Mais surtout, ce que les auteurs de l'étude scientifique précisent, c'est que l'augmentation de ce risque de développer une schizophrénie n'est pas due à la légalisation. Elle est due à l'augmentation de la consommation générale de cannabis elle-même, et en particulier de sa teneur en THC. Et c'est d'ailleurs très clairement précisé, noir sur blanc, dans l'étude. Le pourcentage de nouveaux cas de schizophrénie associés au THC a augmenté graduellement au fil du temps et ne s'est pas accéléré après la libéralisation du cannabis médical ou la légalisation du cannabis non médical. Il y a un taz et il y a... Donc là, il y a un peu de champi, il y a un peu d'herbe, et il y a un taz. Vous foutez de moi, en fait, non? Pardon? Vous vous fichez de moi, en fait, non? Et tu parlais du marché illégal. Ouais. J'ai du mal à comprendre pourquoi il y a encore un marché illégal alors qu'on peut se fournir tout à fait légalement et s'éviter beaucoup de soucis, quoi. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Premièrement, c'est pas tous les produits dérivés du cannabis qui sont légaux au Canada ou au Québec. Tout ce qui est vapoteuse, vape, c'est illégal. Tout ce qui est produit qui pourrait tenter des mineurs, c'est illégal. Sous-entendre que la légalisation a entraîné une augmentation des cas de schizophrénie est donc faux. De la même manière, l'affirmation sur la multiplication par 11 du risque de psychose lié au cannabis chez les 12-19 ans après une légalisation pose un vrai problème. Car l'étude à laquelle se réfère l'Académie ne porte en réalité pas sur ça. C'est une étude qui évalue les effets du cannabis sur la psychose selon l'âge des consommateurs et elle a été menée entre 2009 et 2012. Donc bien avant toutes les politiques de légalisation canadienne. Les gros fumeurs, honnêtement, qui
représentent quand même une certaine partie du marché, là, ben eux vont peut-être se tourner vers le marché illégal pour avoir accès à des meilleurs prix et aussi du cannabis super fort. Je pense que c'est mondial aussi, comment dire, ce scepticisme-là ou cette méfiance par rapport à l'État. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ça fait plaisir de ne pas... Donner d'argent. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on comprend? Le shit. Un peu de shit. Un peu de shit. Shit. Juste la weed. Weed. La weed. Weed, la pure. Fumer des bédos pendant un moment. Le bédo, donc... Joint. Maman, si tu regardes, désolé. Non, j'ai jamais pris, c'est genre crack, héroïne, des trucs comme ça. Non. Les drogues, ouais, non. Next. Et peu à peu, elle arrive à mettre en perspective son trauma et elle a revécu la scène minute par minute de, en fait, son viol. Donc c'est extrêmement traumatisant sur le coup et c'est pour ça que ça nécessite ensuite de travailler dessus. Et cette femme, ça l'a aussi sauvée. Elle a changé de vie, mais c'est un processus qui est long et il faut des bons psychothérapeutes. C'est pas un remède miracle. C'est une innovation en santé mentale qui peut vraiment aider beaucoup de gens. Dire que le risque a été multiplié par 11 suite à la légalisation au Canada est donc à nouveau totalement faux. Ensuite, sur l'argument de la légalisation qui amènerait à l'explosion de la consommation de cannabis. Eh bien, à nouveau, ça ne va pas. Car si l'étude citée par l'Académie montre bien cette corrélation, l'auteur alerte à nouveau très clairement sur toute interprétation en causalité. Cet article ne tente pas d'établir des liens de causalité entre les changements de politique et leurs résultats et désavoue explicitement toute inférence de ce type. Difficile de faire plus explicite comme mise en garde. Mais non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous êtes en train de me filmer en plus avec vos lunettes, c'est ça, non? C'est pas vrai. Oui, un petit peu. Ouais, d'accord. Regarde, il y a un taz, des champignons et de l'herbe. J'ai tout avoué. Pas des vidéos? Si, c'est ça. C'est ça. Finalement, la légalisation du tamien au Québec ne semble pas avoir provoqué de catastrophe sanitaire d'ampleur, ni même de bienfaits considérables. Elle a eu le mérite de reconnaître l'existence d'un problème de santé publique et d'essayer de lutter contre. Et ça, c'est déjà pas mal. Enfin, je crois. Jeux vidéo aussi, qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire que j'ai pas faites. Je continue à y jouer régulièrement, mais maintenant plus pour mon plaisir simple. Je fais énormément de sport. J'ai essayé pour la première fois de tirer sur un joint. Ça m'a pas fait grand chose sur le moment, mais le lendemain, j'ai fait un urticaire géant. La fille, elle est allergique à la drogue. Ça me donne envie de dormir, donc c'est pas très agréable. La sensation de perte de contrôle, c'est un truc qui m'enchante pas. J'ai super peur en fait, je trouve. J'aime pas trop être dans des états seconds en fait. Certaines drogues te font voir qu'il y a plus d'hierarchie sociale, et du coup quand tu redescends, tu repenses un peu à ça et tu te dis au final c'est des vieilles constructions peut-être superficielles, ça aide à relativiser là-dessus quoi. Enfin, cerise sur le gâteau, si vous avez vu la vidéo de Stupid Economics, vous vous souvenez probablement de ce passage de Gérald Darmanin qui fait un lien complètement absurde entre légalisation du cannabis et le fentanyl, la crise des opioïdes que vivent les États-Unis. S'ils ne peuvent pas vendre ce produit qui rapporte d'argent et qu'ils iront vers d'autres drogues plus dures, c'est pour ça qu'il y a le fentanyl aux États-Unis notamment. C'est parce qu'on a légalisé dans beaucoup d'États des Amériques le cannabis. Quand on ne peut plus vendre du cannabis parce que manifestement les gens ont trouvé un lieu légal pour l'acheter, on va vers la cocaïne, vers l'héroïne ou vers la drogue de synthèse. Donc on va dans des drogues encore plus dures. Eh bien sachez qu'on retrouve cet exact même argument dans le communiqué de l'Académie qui s'appuie justement sur une étude scientifique sur le fentanyl et les opioïdes pour asseoir son propos. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Écoute, dernière chronique que j'ai faite là, je vannais les conducteurs de train. On m'a dit Hugo, t'es fonctionnaire-ophobe. Excellent. Non, mais ça va, monsieur l'a pris avec humour. Attends, on va le faire. Fermer le coffre. Allez, les Ça go. Ferme le coffre. Après, j'ai tout avoué. Hein. Mais pas mal, ouais. Ah bah oui, C'est dans le coffre. Allez-y monsieur J'ai un peu d'herbe, il y a un peu de coco aussi. Il y a un peu de Pas mal, champi. j'adore. C'est vrai? J'adore la blague. Ah bah c'est génial ça. Et là, à nouveau, énorme problème. Cette étude ne fait strictement aucune mention du cannabis ou de sa légalisation. Aucune. Alors, je vais m'arrêter là pour les exemples, parce que je pense que vous avez compris le problème. L'argumentaire scientifique déployé par l'Académie de médecine n'a en réalité pas grand-chose de scientifique. Celui-ci ne poursuit qu'un but. Peindre le portrait d'une drogue
extrêmement dangereuse et biaiser le débat sur sa légalisation. Bref, c'est un parfait exemple de ce qu'on appelle le raisonnement motivé. Alors forcément, la question qu'on se pose, c'est motivé par quoi? Ils ont inventé de nouvelles discriminations. Je suis d'accord. Moi, je propose les fonctionnaires, on les renvoie tous dans leur pays. Un pays qu'ils sont en vacances, tout le monde vit dans des bungalows. Non, mais je rigole, bien évidemment. Mais mes deux parents, ils sont fonctionnaires. Et je peux vous dire, c'est pas facile, tous les mois, de trouver où aller en vacances. Donc... non, mais je rigole, je respecte tous les fonctionnaires, sauf les policiers. Voilà, il faut le dire. J'encule les policiers. En parcourant les différentes interventions et communiqués des prohibitionnistes sur la question du cannabis, eh bien ce qu'on peut s'empêcher de noter, c'est que ces interprétations scientifiques vont souvent être alignées sur des positions politiques plutôt conservatrices. Dans le communiqué du CNPERT publié en 2022 par le think tank très à droite l'Institut pour la justice, on retrouve ainsi des considérations sur la restauration de l'autorité, l'immigration en Allemagne, la mondialisation, la compétition, le goût d'entreprendre et d'être les meilleurs, ce qu'empêcherait évidemment le cannabis. Le CNPERT et le professeur Jean Costantin vont ainsi expliquer que la drogue de la crétinisation, comme ils l'appellent, est responsable de la dégringolade de la France dans le classement PISA des élèves, sans aucune étude pour soutenir ces propos. Vous savez quoi la dinguerie là? Je viens d'emménager juste en face d'un commissariat. C'est horrible. Norman en face d'un lycée. J'ai envie de me les faire, frère. Je me retiens. Je vais me les faire. Ah ouais, horrible. Je suis soulagé. J'ai cru que j'allais finir en garde à vue. On a de l'humour. J'adore. Vous le prenez trop bien, donc c'est excellent. Bah ouais, c'est drôle. Bonne journée. Merci pour votre humour, les gars. Salut. Et au fur et à mesure des années, et alors que la position légaliste prend de l'ampleur, eh bien on constate la crispation conservatrice du camp prohibitionniste. Ces derniers vont alors multiplier les attaques contre certains addictologues perçus comme du camp adverse. Parce que oui, il y a un autre camp dans cette guerre. Cet autre camp auquel les prohibitionnistes s'opposent, c'est le camp des addictologues spécialistes de ce qu'on appelle la politique de réduction des risques. L'idée de cette politique de santé publique, c'est qu'au lieu de se concentrer sur l'interdiction, la sanction et l'injonction à l'abstinence, qui ne semblent pas particulièrement efficaces, eh bien les professionnels de santé se concentrent plus sur l'information aux patients, la reconnaissance de l'addiction comme une maladie chronique et l'accompagnement vers des pratiques réduisant les risques, comme son nom l'indique. Mais tu sais, les policiers, ils sont tellement nuls là, eux, ils ont pas peur de se faire remplacer par l'IA, les robots et tout. Ils se font déjà remplacer par les chiens. Eh ouais, il y a des chiens policiers. Mais moi, en vrai, j'ai plus de respect. J'ai plus de respect envers les chiens policiers que les policiers, parce qu'il n'y a aucun chien qui a fait une bavure. Monseigneur Géronimo! Monseigneur Géronimo! Quoi donc, mon brave? Par la barbe de Zeus, que se passe-t-il? Allons, Archibald, parle-moi enfin! Ce sont les Schmitt. Ils ont pété le charbonneur! Plaît-il? Ils ont pété le charbonneur! Ah mon Dieu, ce n'est pas vrai! Qu'elles ont fait pour mériter un tel châtiment? En 2014, l'addictologue Didier Gell, ancien président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies, va ainsi réagir à un énième communiqué de l'Académie de médecine dans une lettre ouverte particulièrement acerbe. Non, l'Académie nationale de médecine ne remplit pas sa mission. Sous l'influence de quelques membres extrémistes, elle lance des oukases inutiles dans un domaine qu'elle connaît mal. Les mesures préconisées par l'Académie de médecine ne sont pas pertinentes. Elles sont idéologiques et non pragmatiques. Jean Costantin va alors répondre en attaquant directement Didier Gell et sa prédécesseuse à la MILT, sous-entendant un biais trotskiste chez cette dernière, et les rendant complices de la hausse de la toxicomanie en France. Car pour lui, c'est simple, la prohibition échoue avant tout parce qu'elle n'est pas assez radicale. Juste, c'est des poucaves. Par contre, faut le dire, c'est des poucaves, les chiens. L'autre jour, je prends le train, j'avais un peu de weed, beaucoup de weed, énormément de weed. Je partais en vacances en campagne, ça pousse pas là-bas, donc
Je t'ai chargé beaucoup de weed, à tel point que il n'y avait pas besoin de chien pour trouver la weed, quoi. Tout le wagon était... Moi, je t'ai foncé, j'étais... non, c'est lui le loup-garou, hein. Golemon. Le chien, il est arrivé, il a fait... Mais vous m'avez appelé pour ça, vraiment, hein. Pas besoin de me déplacer, les frérots, hein. Même mon maître à 4 pattes, tu lui mets une fessée, il trouve, là. Face à la montée en puissance de la politique de réduction des risques portée notamment par des addictologues comme Didier Gell, William Lowenstein ou Amin Benyamina, la position de Jean Costantin va alors se faire de plus en plus réactionnaire. Plongeant dans une radicalité totale, il multipliera les billets problématiques sur des sites d'extrême droite comme Boulevard Voltaire, où il tiendra une ligne de plus en plus extrême, fustigeant ses opposants, dépeints en 68 tardés, en idéologues déconstructeurs, des idiots utiles, des individus affamés de profit. Il finira même en janvier 2025 par publier une tribune sur Atlantico où il en appellera à placer les toxicomanes en centre fermé pour leur faire subir un sevrage forcé et à leur imposer une contraception contrainte pour éviter, attention je cite, mais je préviens ça pique, que les toxicomanes ne transmettent à leur progéniture des troubles, méfaits, tares, vulnérabilités liés à leur toxicomanie. Seigneur, ce n'est pas croyable. Les guetteurs. Qu'en est-il des guetteurs? Ils ont pris la fuite. Et ils nous ont laissés pour compte. Mais enfin, sont-ils devenus fous pour en être malades? Que faisons-nous, monseigneur? La milice a-t-elle mis la main sur nos stupéfiants? Non, monseigneur. Oh, voilà une bonne nouvelle, mon humble ami. Tu m'envoies ravi. Oui, on est quasi dans la stérilisation de force. Hein. Ah mais j'avais prévenu que ça partait en eugénisme cette histoire. Alors évidemment, face au tollé provoqué par ce billet, l'Académie a enfin dû se désolidariser de ce gênant contributeur. Mais comme on l'a vu avec son dernier communiqué, eh bien celle-ci reste particulièrement attachée à son approche prohibitionniste et à ses méthodes. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Car devinez qui a pris la présidence de l'Académie de médecine en 2023 ? Eh bien c'est Jean-Pierre Goulet, le compère de Costantin, qui avait été auditionné par l'Assemblée nationale en 2020 et qui est accessoirement le nouveau président du CNPERT. La ligne prohibitionniste à l'Académie de médecine a donc encore, malheureusement, de bien beaux jours devant elle. Ça doit être horrible d'être un chien policier quand même. Pendant des années, on leur fait sentir de la weed. C'est sûr, à un moment, ils sont accros, frère. Toute la journée, ils cherchent de la weed et ils peuvent même pas fumer. Je dois être là. Là, j'ai trouvé ici de la weed. Vas-y, roule maintenant, j'ai pas de pouce. Pourquoi tu jettes? Oh, je suis vénère. J'ai la fonce dalle maintenant. Bref, vous l'aurez compris, ce groupe de scientifiques prohibitionnistes et de toute évidence assez conservateurs aura donc fourni pendant 2 bonnes décennies la majorité des arguments prétendument scientifiques pour peser sur la politique vis-à-vis des drogues en France. Et encore, si je dis 20 ans, c'est parce que je me base uniquement sur des ressources numériques disponibles. Et si vous me trouvez dur dans l'analyse de la dérive idéologique de l'Académie de médecine, eh bien voici ce qu'en disait en 2018 le médecin Olivier Bertrand, auteur de la thèse sur la perception du cannabis et désormais engagé dans la politique de légalisation. En France, l'Académie nationale de médecine relaie très régulièrement ces informations mensongères depuis 40 ans et les appuie actuellement par des ouvrages de certains membres de l'Académie peu scrupuleux ou de leurs thésards dont les conclusions sont littéralement déconcertantes de par l'ampleur des contre-vérités qui y sont exposées et la teneur idéologique du discours. Envoyez un pigeon voyageur à notre quartier voisin. Mentionnez dans votre écrit que c'est une question de vie ou de mort. Halte, mon brave! Tenez donc une pièce pour le voyage. Merci, monseigneur. Hâtez-vous, écuyer. Hâtez-vous. Alors, à quel point ce petit groupe a-t-il eu de l'influence sur les politiques liées aux drogues en France ? Difficile de l'évaluer, mais force est de constater que les arguments prohibitionnistes circulent bel et bien entre l'Académie et certains politiques. Moi, je lis ce que dit l'Académie nationale de médecine. Elle émet les plus grandes réserves sur le cannabis thérapeutique. Donc, j'ai plutôt tendance à me réfugier derrière celle-ci. En revanche, ce qui est très probable, c'est qu'en surchargeant le cannabis de tous les maux de la terre pour empêcher à tout prix sa légalisation, eh bien Jean Costantin et ses confrères ont participé à brouiller la perception du danger de cette drogue auprès des médecins et du grand public.
Conséquence chez les opposants à la légalisation, le cannabis reste perçu comme une drogue parfois plus dangereuse que le tabac et l'alcool, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et chez les consommateurs de cannabis, le risque est parfois paradoxalement minimisé du fait de cette diabolisation un peu ridicule qui apparaît bien hypocrite au regard du traitement réservé à l'alcool. Horrible d'être un chien keuf. Non mais il n'y en a aucun qui a demandé à être un chien keuf. Il n'y a pas eu d'entretien d'embauche. Pourquoi vous voulez faire ça du coup comme travail? Wouf, 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 wouf. Il y a trop d'arabes. Ben vous commencez lundi. Vous commencez... C'est fou quand même. Puis keuf, c'est un des seuls tafs que peuvent faire les chiens, quoi. Non mais ça casserait les couilles à tout le monde si Hakim il annonçait la chronique de son Jack Russell, quoi. Il arriverait... Wouf, 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 wouf. Wouf, 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 wouf. Je me suis pas cassé le cul pour écrire cette chronique, hein. Wouf, 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 wouf. Can you tell me where this road goes? Feels like it's never gonna end. How I get so far from home. Giving up just wouldn't make sense, especially when I feel so close. Enfin, la ligne prohibitionniste des académiciens a surtout fait prendre un immense retard à la France dans sa politique de réduction des risques, qui a pourtant largement fait ses preuves. Mêlant habilement références scientifiques raccourcies difficiles à voir pour qui n'est pas spécialiste et charges idéologiques contre des addictologues perçus comme sapant l'autorité de l'État, les médecins conservateurs comme Jean Costantin ont pu entretenir pendant des décennies une pseudo-controverse scientifique sur le sujet. Une stratégie désormais très connue dans le monde scientifique, l'entretien du doute. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que jusque-là, la stratégie a plutôt bien fonctionné. Mais pourquoi je vanne les policiers? C'est parce qu'ils sont pas assez formés. Ils sont pas assez formés. Là, ça fait 4 ans que Souel El Khalfaoui a été tué par les policiers. Il avait 19 ans, il a été tué par un stagiaire. Moi, ma question, c'est que fait un stagiaire avec un flingue? Moi, un stagiaire, je veux le voir uniforme, lampe torche, cafetière. C'est comme ça, un stagiaire. Et là, le juge d'instruction, pour couvrir le keuf, il a dit qu'il avait perdu les preuves, les scellés, avec la balle, les vidéos et tout. Et la famille, elle a manifesté, et le juge, il a retrouvé. Ouais, c'était dans son bureau, en fait. La famille, elle est allée voir le juge d'instruction, elle a dit, t'as vérifié dans tes poches? Oh, je suis une galère! Ah ouais, à chaque fois j'oublie les poches. Oh, bah, j'ai retrouvé la balle, les vidéos. Oh, ça faisait longtemps qu'on avait perdu ça. L'humour de Sophia Aram. Il n'y a aucun mec qui peut devenir un bon flic avec 1 an de formation. Donc pour moi, les seuls bons flics, ils sont à 4 pattes. Passez une très bonne soirée. Bravo Hugo! Mais il ne tient qu'à nous de faire en sorte qu'elle ne fonctionne plus. D'être attentif à la façon dont les connaissances scientifiques sont mobilisées pour servir des narratifs politiques et d'apprendre à faire la part des choses. Et surtout, peut-être est-il enfin temps de faire confiance aux addictologues quand ils disent que la politique actuelle ne fonctionne pas et qu'il faut en changer. De cesser de voir les toxicomanes comme des délinquants à sanctionner, mais comme des patients à accompagner. Et enfin, d'avoir une connaissance réelle et non pas fantasmée de ces produits, dans un sens comme dans l'autre, et des dangers qui leur sont propres. Et peut-être pourra-t-on enfin mettre en place une politique de réduction des risques adaptée aux enjeux de la société et véritablement basée sur la science.